Ce soir, j'ai donc le grand plaisir de vous présenter Monsieur l'abbé David Gilbert, qui a très volontiers accepté de nous présenter l'association des prêtres et diacres de Saint-Martin. C'est une association de prêtres très vivante, puisque son séminaire attire le tiers des séminaristes français actuellement en formation. C'est dire que les prêtres de Saint-Martin sont attirants. Ils ne sont pas seulement attirants, ils sont aussi très appréciés par les diocèses, qui trouvent en eux des prêtres classiques et fiables. Et enfin, à cause de toutes ces raisons, ils représentent aussi une part forcément très significative de l'avenir de l'Évangile en France, pour autant qu'il passe par les prêtres, ce qu'on ne peut pas nier jusqu'à maintenant. Comme toute réalité nouvelle, les prêtres de Saint-Martin ne sont pas partout bien connus, ni bien connus de tous. Aussi, c'est la raison pour laquelle Confrontation qui déplore que les catholiques français se parlent trop peu entre eux, peut-être que la synodalité y changera quelque chose, mais on peut déplorer en tout cas que les catholiques se parlent trop peu entre eux et ne se connaissent pas non plus bien entre eux. Eh bien, nous ne pouvons trouver meilleur interlocuteur que vous pour nous présenter ces prêtres. Vous êtes l'un d'entre eux. Vous participez à leur formation au séminaire d'Évron, dans la Mayenne, où vous enseignez l'histoire de l'Église moderne. Et pourtant, malgré cela, nous ne risquons pas d'avoir un exposé simplement autoréférentiel, pour prendre un terme à la mode, car non seulement vous êtes normalien, mais aussi vous êtes historien, et historien de l'histoire moderne de l'Église, à la faculté de théologie de la Catho de Paris. Et dans ce domaine, je note simplement, pour vous situer au grand siècle, que vous avez organisé et publié un colloque sur Madame Acari. C'est une spirituelle du tout début du XVIIe siècle qui a très influencé la réforme catholique nécessaire à l'époque. Et surtout, je dirais, vous avez consacré votre thèse, c'est un titre, n'est-ce pas, au grand secret de la vocation de Louis Tronçon, 1622-1700, fin de la citation du titre de la thèse. Tronçon est un disciple de M. Ollier, c'est un nom qui vous dit sûrement quelque chose. Il est le fondateur de ce qu'on appelle l'école sulpicienne, et l'abbé Tronçon est un disciple plus modeste que Tollier probablement, mais je parle sous votre contrôle. Et Tronçon aura une influence exceptionnelle car il façonnera la manière dont les prêtres français sont dans leur très grande majorité formés en France entre le début du XVIIIe siècle et la moitié du XXe siècle. Les exercices de M. Tronçon, enfin, tout ça, ce sont des choses très connues, et tout comme la spiritualité sulpicienne. Alors, M. l'abbé David Gilbert est un historien. Il est peu probable qu'il pense que l'histoire puisse se répéter. Très souvent, on dit qu'elle fait que bégayer, mais elle ne se répète jamais. Et comme historien, donc vous ne le croyez pas, et tous nous sommes conscients qu'il y a de grands courants aujourd'hui qui sont, disons, méfiants au sacerdotalisme qu'a représenté, car il ne représente pas aujourd'hui ce que pensent les sulpiciens, que je connais un peu, pour avoir collaboré avec eux pendant très longtemps. Mais il y a une méfiance envers le sacerdotalisme actuel et ce que l'on nomme également quelquefois, ou plus souvent, probablement le cléricalisme. Et si vous en avez le temps, vous entrerez peut-être soit dans votre exposé, soit dans la discussion, et vous nous direz ce que vous pensez des fortes tensions actuelles
et peut-être, même si l'historien n'est jamais un prophète, l'historien se fonde surtout sur les archives plutôt qu'il n'annonce l'avenir. Vous nous direz comment vous voyez la situation actuelle de notre Église de France, et cela donnera lieu à un débat. Si vous parlez 40 minutes, 45 minutes. On a dit 1 heure même. 1 heure, bon, soyons. Oui, il est 7h05. Soyons généreux, 1 heure. Nous aurons encore 3/4 d'heure d'échange sur un thème qui, je crois, nous intéresse tous, et voilà pourquoi vous êtes là. Je vous donne la parole, mais je laisse la présidence à Monsieur Charles de Lamberterie, qui est un des paroissiens, des prêtres de Saint-Martin, dans sa paroisse en Eure-et-Loire. Voilà, il y tient les orgues régulièrement. Bon, voilà, je vous en prie. Merci Hervé, bon, merci David. Alors, vous avez une grande chance dans votre vie, c'est que quand vous étiez étudiant, vous avez échappé à mes cours, puisque vous étiez étudiant en histoire, alors que j'enseignais à la Sorbonne également les lettres classiques. Bon, alors, cela mis à part, nous vous donnons la parole, donc il est 7h05, hein, et après votre exposé, nous aurons un échange. Merci Charles, merci mon père. Je dois dire qu'effectivement, j'ai été très sensible à votre sollicitation parce que, comme je vous l'ai dit lors de notre conversation téléphonique, il y a une personne qui nous unit, vous et moi, c'est Laurent Villemain. Puisque Laurent Villemain a fait sa thèse de doctorat avec le professeur Hervé Legrand et a été mon directeur de thèse en théologie à l'Institut catholique de Paris. J'avais un autre directeur à la Sorbonne en histoire. Et c'est vraiment un trait d'union entre Hervé Legrand et moi que cette personnalité de Laurent Villemain, que vous connaissez sans doute, et qui aurait pu être un théologien encore plus fécond si le Seigneur n'avait eu un autre plan pour lui. Il est spirituellement présent parmi nous ce soir. Cette présentation, je l'ai intitulée de manière générale « La communauté Saint-Martin, histoire et développement d'une association de prêtres et de diacres ». Il convient que j'apporte quelques précisions sur la personne que je suis, tout simplement, pour que vous sachiez un peu mieux à qui vous avez affaire ce soir, outre ce qu'a pu dire Hervé Legrand. Je suis effectivement membre de la communauté Saint-Martin, j'ai 43 ans, j'ai été ordonné prêtre en 2011, j'enseigne l'histoire de l'Église à la maison de formation de la communauté Saint-Martin à Évron et aussi à l'Institut catholique de Paris. L'époque moderne est ma spécialité, mais quand on enseigne l'histoire dans une faculté de théologie, l'on doit être un peu généraliste. Donc, je fais parfois des incursions dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et à l'époque contemporaine, mais ma spécialité, c'est effectivement l'époque moderne. Je ne parle pas au nom de la communauté Saint-Martin. Je n'ai pas, dans la communauté Saint-Martin, de fonction particulière qui m'habiliterait à avoir une parole officielle. Ma parole sera celle d'un simple membre de cette communauté, une parole que d'autres membres de la communauté Saint-Martin pourraient contester, corriger, compléter. Ce sera aussi la parole d'un historien, plus largement d'un universitaire, avec, dans la mesure du possible, un regard distancié, en tout cas un regard qui se voudra à la fois descriptif et analytique. Et je sais, le professeur Legrand l'a rappelé, que notre rencontre de ce soir s'inscrit dans votre cycle de réflexion sur l'avenir de l'Église. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, et comme Hervé Legrand l'a rappelé, je ne suis pas doué pour parler de l'avenir. Ma compétence, mon goût et mon métier, c'est de comprendre et de faire comprendre le passé, un passé souvent inattendu, dont résulte notre présence qui peut effectivement fournir matière à réflexion pour l'avenir. Mon approche sera régressive. Je vous présenterai d'abord quelques données factuelles sur l'état présent de la communauté. Cette présentation ne pourra pas être évidemment exhaustive. Ensuite, pour mieux comprendre d'où vient cette communauté qui va retenir notre attention ce soir, je vous ferai le récit, lui aussi forcément incomplet, de la trajectoire de Jean-François Guérin, fondateur de la communauté Saint-Martin. Je vous ferai aussi par la même occasion le récit de la fondation elle-même.
Enfin, de manière plus brève, en guise de conclusion ouverte, pour alimenter, je l'espère, nos discussions, dans la ligne de ce qu'a dit Hervé Legrand, je vous fournirai quelques éléments sur la consolidation et la croissance de la communauté Saint-Martin après la mort de son fondateur en 2005. Consolidation et croissance qui impliquent une responsabilité dans l'Église et avec l'Église pour le monde. Alors voyons d'abord l'état de la communauté Saint-Martin en 2023. De quoi parlons-nous? De qui parlons-nous? Commençons par quelques données sur la composition de la communauté Saint-Martin. En septembre 2023, la communauté Saint-Martin compte 169 prêtres et 16 diacres, soit 185 membres à part entière, puisque c'est par l'ordination que l'on devient canoniquement membre de la communauté. Parmi ces 185 prêtres et diacres, 174 sont français et 11 sont citoyens d'autres pays européens. Un Suisse francophone, 2 Belges francophones, 2 Autrichiens, 5 Allemands et 1 Britannique. Ce sont les prêtres et les diacres qui constituent la communauté Saint-Martin stricto sensu. Elle est une association publique de clercs, c'est la dénomination officielle de son statut canonique. Elle est de droit pontifical depuis l'an 2000, avec faculté d'incardiner ses membres depuis 2008. La communauté fournit aux évêques, qui lui font appel pour les besoins de leur diocèse, de petites communautés de 3, 4 ou 5 prêtres et diacres, voire plus. La vie commune des membres de la communauté n'est pas une fin en soi, mais un moyen en vue de la mission pastorale confiée par l'évêque au service de l'Église locale, des paroisses et des autres réalités ecclésiales vers lesquelles l'évêque peut envoyer les membres de la communauté. Naturellement, le style de cette vie commune varie selon les lieux d'apostolat, selon le type de mission confiée par l'évêque, et aussi, naturellement, selon les personnalités des confrères. Je pense pouvoir dire d'ailleurs que tous les membres de la communauté n'ont pas exactement la même vision de ce que peut ou doit être cette vie commune, de son articulation avec le ministère pastoral, et mon affirmation précédente, à savoir la vie commune des prêtres et diacres est un moyen en vue de la mission pastorale, ne serait peut-être pas reprise telle qu'elle, sans aucune réserve, sans aucune précision, sans aucun complément, par tous mes confrères. En tout cas, l'articulation entre vie commune et ministère pastoral est un sujet permanent de réflexion, de discussion et d'ajustement pratique parmi nous et aussi bien sûr avec les autres personnes qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être concernées par notre vie commune dans les lieux d'apostolat de la communauté Saint-Martin. Il me semble capital de souligner que la communauté, étant une association de prêtres et de diacres séculiers, au service des évêques diocésains et des églises locales dont ils ont la charge, n'est pas une réalité ecclésiale autosuffisante, ni autoréférentielle, pour reprendre cet adjectif effectivement à la mode. Car ce corps mobile de prêtres et diacres, comme on l'a défini parfois, est référé par ses statuts canoniques même aux évêques et aux églises locales, à leurs besoins, à leurs projets. Plus concrètement encore, les prêtres et les diacres de la communauté Saint-Martin sont au service des paroisses, des sanctuaires, des aumôneries, des mouvements où le gouvernement des églises locales estime qu'ils peuvent être utiles. De ce fait, dans la communauté, l'on dit souvent que puisque sa raison d'être est le service des églises locales, la communauté n'a pas d'œuvre propre. Mais l'on corrige immédiatement après, elle n'a pas d'autre œuvre propre que sa maison de formation. Or, ce n'est pas un détail, compte tenu du nombre de séminaristes accueillis et formés dans cette maison située aujourd'hui à Évron, en Mayenne, c'est donc dans le diocèse de Laval. Ces séminaristes sont environ 100, très majoritairement français, comme les prêtres et diacres de la communauté,
Mais parmi eux non plus, la présence étrangère n'est pas négligeable. Parmi les séminaristes figurent 2 franco-allemands qui sont vraiment bilingues, biculturels, et que l'on ne peut pas mettre uniquement dans la case français ou dans la case allemand. Ils m'en voudraient si je disais qu'ils sont ou français ou allemands. 4 Allemands qui, eux, n'ont pas la nationalité française. Un Autrichien, un Belge, un Portugais, un Cubain. Aujourd'hui, Évron est quantitativement le premier lieu français de formation de futurs prêtres pour l'Église catholique. C'est un fait. C'est un fait. Si l'on parle officiellement, à propos de la communauté Saint-Martin, de maison de formation et non pas de séminaire, c'est pour une raison fort simple. Canoniquement, le terme séminaire est réservé au lieu de formation de futurs prêtres érigés par un ou plusieurs évêques diocésains. Or, tel n'est pas le cas de la maison de formation de la communauté, laquelle s'inscrit toutefois dans le cadre canonique et normatif que lui donnent les statuts de la communauté Saint-Martin, leur code d'application, la ratio romaine pour la formation des prêtres, la ratio française pour la formation des prêtres, ainsi que sa propre charte, la charte de la maison de formation de la communauté, qui elle-même s'appuie sur ces différents documents. Et d'ailleurs, la maison de formation de la communauté participe pleinement au Conseil national des grands séminaires, ainsi qu'au Conseil régional des grands séminaires pour l'ouest de la France. Elle est donc intégrée dans les structures de coopération, de collaboration entre lieux de formation de futurs prêtres. À cette maison de formation est liée une année de propédeutique qui accueille cette année 22 jeunes, très majoritairement français eux aussi, parmi lesquels toutefois 2 Portugais et 1 Luxembourgeois. En outre, que le panorama soit complet, certains évêques étrangers ont confié ou confient actuellement à la communauté Saint-Martin la formation de séminaristes pour leur diocèse. Formation partielle ou formation totale. Ainsi, Évron, Candé à l'époque, j'en parlerai tout à l'heure, Évron aujourd'hui, a accueilli ou accueille des séminaristes diocésains venus de Cuba, de Chine, de Syrie ou de Suède. Enfin, outre les membres à part entière que sont les prêtres et diacres par l'incardination, par l'ordination plutôt, et les membres associés que sont les séminaristes et les étudiants de propédeutique, il faut mentionner une autre catégorie de fidèles liés à la communauté. Il s'agit de la famille martinienne, créée il y a un peu moins de 10 ans, à la demande de plusieurs fidèles, laïcs, prêtres diocésains, diacres permanents, qui souhaitaient être unis spirituellement à la communauté. Aujourd'hui, cette famille martinienne compte quelques dizaines de membres qui prennent un engagement de prière pour la communauté, un engagement de vie spirituelle appuyé sur l'aide d'un accompagnateur qui peut être naturellement extérieur à la communauté, un engagement de participation active à la vie de leur paroisse, qui bien sûr n'est pas obligatoirement une paroisse confiée à la communauté, et une journée de récollection leur est proposée une fois par an à Évron. Donc une structure légère dans laquelle s'inscrit, dans laquelle s'incarne ce lien d'amitié spirituelle entre ces fidèles et la communauté Saint-Martin. Voilà pour la composition de la communauté. On peut continuer avec les implantations de cette communauté, toujours dans l'état actuel. Aujourd'hui, en septembre 2023, la communauté compte 41 communautés locales, implantations locales en France. 41 implantations locales dans 30 diocèses, sans compter le diocèse aux armées françaises, où plusieurs membres exercent individuellement des ministères ponctuels, mais pas en communauté. Il n'y a pas une communauté au service des armées françaises. La communauté est aussi présente à l'étranger, modestement toutefois, avec une communauté à Cuba, dans le diocèse de Santa Clara, au centre de l'île, une communauté en Allemagne, dans le diocèse de Cologne, avec une équipe franco-allemande, une communauté en Italie, à Rome,
une communauté un peu particulière dont les membres sont au service du Saint-Siège à la Curie ou en études dans l'une ou l'autre des facultés ecclésiastiques ou dans l'un ou l'autre des instituts de la ville. La communauté apparaît donc comme une réalité très majoritairement française, non seulement dans ses membres, mais aussi dans ses apostolats. Sa dimension internationale n'est cependant pas négligeable et fait l'objet d'une réflexion à la fois sérieuse et prudente depuis l'arrivée de la communauté à Cuba en 2006, première mission hors de France. Précisons que les prêtres et diacres de la communauté doivent être volontaires pour être envoyés à l'étranger. En France, la communauté est présente dans un tiers des diocèses. 30 diocèses, c'est à peu près un tiers des diocèses français. On peut trouver que c'est beaucoup, c'est trop. On peut aussi dire qu'il ne s'agit que d'une minorité de diocèses français. Question de point de vue, question de regard. En tout cas, il s'agit de diocèses très divers, Paris, Meaux et Pontoise pour l'Île-de-France, puis si l'on remonte vers le nord, Amiens, Soissons, Cambrai, puis vers l'est, Châlons-en-Champagne, Strasbourg, Dijon, Saint-Claude, avec ensuite un coude vers le Val-de-Loire, à Orléans, dans le diocèse d'Orléans, dans les diocèses de Blois, Tours, Chartres, Sées, Coutances, Laval, Angers, puis on peut descendre vers le sud-ouest, avec Tulle, Agen, Bayonne, Tarbes, Perpignan, remonter légèrement vers le sud-est, avec Aix en Provence, Toulon, Ajaccio, Valence et, en remontant quelque peu, Saint-Étienne, Gap et Lyon. Des diocèses très variés donc, avec des types d'apostolats, eux aussi très variés, des apostolats aussi variés que ceux qui peuvent être confiés à des prêtres diocésains. Paroisses, sanctuaires, ministères diocésains transversaux, pastorales scolaires, aumôneries de jeunes, aumôneries de prison, aumôneries d'hôpitaux, enseignement dans les facultés ecclésiastiques, dans les séminaires, études supérieures, c'est une vraie mission, les études supérieures, le service du Saint-Siège, comme je l'ai dit en passant à propos de Rome aussi. Enfin, pour compléter et pour achever ce tableau sur l'état de la communauté Saint-Martin en 2023, on peut mentionner, ce n'est pas un détail, que plusieurs évêques français ont été formés dans le cadre de la communauté Saint-Martin avec des trajectoires diverses. Contrairement à un religieux qui, en devenant évêque, reste membre de son ordre ou de sa congrégation, un prêtre de la communauté, nommé puis ordonné évêque, quitte par là même la communauté. Donc, en parlant de ces évêques, je parle d'anciens membres de la communauté Saint-Martin. Ils sont au nombre de 4, par ordre chronologique d'ordination épiscopale. Jean-Marie Levert, qui est aujourd'hui évêque auxiliaire de Bordeaux, il n'était plus membre de la communauté Saint-Martin quand il a été nommé évêque, il était prêtre du diocèse de Tours. Il a d'abord été évêque auxiliaire de Meaux, puis évêque de Quimper, avant de devenir évêque auxiliaire de Bordeaux. Ensuite, Marc Hayet, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, qui lui était membre de la communauté lors de sa nomination. Ensuite, moins connu, Nicolas Thévenin, nonce apostolique au Caire, qui était membre de la communauté lors de sa nomination, mais qui a exercé tout son ministère dans la diplomatie pontificale. Et enfin, Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble, qui n'était plus membre de la communauté, mais prêtre du diocèse d'Orléans lorsqu'il a été nommé évêque, d'abord à Pamiers, avant d'être transféré récemment au siège de Grenoble. Voilà pour la première partie qui présente un état succinct et incomplet de la communauté Saint-Martin aujourd'hui. Venons-en au récit fondateur, si je puis dire. Comme pour tout ordre, congrégation ou société dans l'Église catholique, retracer l'histoire de la communauté Saint-Martin pour comprendre sa situation actuelle nécessite de partir de la figure du fondateur, qui s'appelle Jean-François Guérin. Il est né en 1929, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Tours en 1955 et il meurt en 2005. Il me semble important de préciser que je n'ai jamais connu Jean-François Guérin, puisque je n'ai pas fréquenté la communauté Saint-Martin avant de rejoindre
sa maison de formation en 2006. Je n'ai pas fréquenté la communauté Saint-Martin avant la mort du fondateur, et j'appartiens à la première génération de prêtres de la communauté n'ayant pas connu le fondateur. Ce que je sais de lui, je l'ai appris et je continue de l'apprendre de mes confrères aînés, principalement, d'une esquisse biographique tout à fait incomplète et perfectible à usage interne de la communauté, et dans une moindre mesure de divers documents qui font l'objet, depuis plusieurs années, d'un archivage sinon professionnel, du moins aussi consciencieux que possible, des textes, des homélies, des éditoriaux, des lettres aussi, des enregistrements de conférences ou d'homélies, et même des vidéos converties en format numérique. Alors, commençons par les débuts de la vie, bien sûr, de Jean-François Guérin, qui était un prêtre tourangeau. L'on peut dire, sans offenser nullement la mémoire de Jean-François Guérin, que ce n'était pas une personnalité exceptionnelle, et que rien ne le prédisposait à devenir un fondateur. C'est un peu classique lorsque l'on parle des figures de fondateurs, néanmoins, c'est vrai, en l'occurrence, en tout cas. Enfant unique issu d'un couple tourangeau rapidement séparé, installé ensuite en Île-de-France avec sa mère, Jean-François Guérin commence sa formation sacerdotale en entrant au séminaire de Versailles, tenu par les Sulpiciens, en 1949. Quelques années plus tard, toutefois, il décide de rejoindre le diocèse de Tours, par attachement à sa région d'origine, sans aucun doute, mais aussi, semble-t-il, ça va peut-être vous faire sourire, par inquiétude face à l'emprise du communisme en Île-de-France au début des années 1950. Ça apparaît en tout cas dans certains témoignages écrits. Jean-François Guérin est alors envoyé au séminaire français de Rome, dirigé par les Spiritains à l'époque. Après le séminaire sulpicien de Versailles, la marche semble haute pour lui dans les études à l'université grégorienne. Apparemment peu doué pour la scolastique, il échoue à obtenir sa licence canonique de théologie. Néanmoins, le jugement des pères spiritains lui est favorable. Il est ordonné prêtre à Tours en 1955 par l'archevêque Louis-Joseph Gaillard, et après une ultime et peu fructueuse année d'études à Rome, Jean-François Guérin est nommé vicaire à la cathédrale de Tours en 1956. Poste classique, si l'on peut dire, pour un jeune prêtre considéré comme pastoralement et humainement prometteur, malgré ses difficultés dans les études. 3 ans plus tard, en 1959, il est nommé aumônier de 2 grands lycées publics de Tours, Descartes et Balzac. Cette même année, 1959, un autre prêtre du diocèse, ami toujours fidèle de Jean-François Guérin, que nous retrouverons dans le cours de ce récit, est nommé aumônier des étudiants à Tours. Il s'agit de Charles de Monténard. Les 2 prêtres étaient tous les 2 tourangeaux, amis, et nous allons voir qu'une partie de leur destin par la suite a été liée. Vicaire à la cathédrale puis aumônier de lycée, Jean-François Guérin est à l'aise avec les jeunes. Pas plus tard que l'été dernier, alors que j'étais en vacances, que je faisais un stage de musique, un participant à ce stage, un chanteur, est venu me voir en me disant « Avez-vous connu Jean-François Guérin ?» Je ne m'attendais pas du tout à cette question-là, parce qu'évidemment, je n'avais pas crié sur les toits que j'étais près de la communauté Saint-Martin. Et cet homme-là, qui était un protestant très philo-catholique, si je puis dire, m'a dit qu'il avait connu l'abbé Guérin lorsqu'il avait été lui-même lycéen à Descartes, à Tours. Pour des récollections, Jean-François Guérin emmène volontiers les jeunes dans une abbaye bien connue aujourd'hui, mais moins marquée à l'époque qu'aujourd'hui. Il s'agit de Notre-Dame de Fongombault, qui fait partie de la congrégation de Solesmes. Sensible à la spiritualité liturgique des moines bénédictins, Jean-François Guérin est agrégé comme oblat de l'abbaye en 1961. Jean-François Guérin est oblat bénédictin. Et pour sa spiritualité, pour sa vie spirituelle, et pour la vie spirituelle qu'il a voulu transmettre aux jeunes d'abord, puis aux séminaristes et prêtres, c'est essentiel. Naturellement, les premières années de la décennie 1960, à Tours comme ailleurs en France, sont une période d'intense fermentation pastorale et intellectuelle.
attaché à un style classique de ministère et d'enseignement, doté d'un fort tempérament, et encore c'est peu dire, doté aussi d'un sens de l'humour souvent caustique, Jean-François Guérin, jeune prêtre plutôt en vue à Tours, est considéré avec suspicion par plusieurs confrères. Il paraît que cela arrive dans le clergé, ce genre de suspicion, notamment des curés de la ville de Tours. Il y a Henri Balzac, n'est-ce pas, qui fait allusion à ces inimitiés sacerdotales à Tours. D'ailleurs, Jean-François Guérin faisait volontiers regarder le téléfilm qui en a été tiré avec Jean Carmet. Le téléfilm qui toutefois a été tourné à Blois et non pas à Tours. Je me souviens avoir vu ce film au séminaire. Même après la mort de Jean-François Guérin, donc, il est resté d'actualité, ce film-là. Et donc, pour revenir à notre sujet, plusieurs des curés de la ville de Tours considèrent avec agacement le style pastoral classique de Jean-François Guérin, alors même que les innovations pastorales, au début des années 1960, ne font que s'esquisser. C'est surtout, semble-t-il, on va retrouver un problème déjà évoqué, l'influence réelle ou supposée du marxisme sur la jeunesse, mais peut-être aussi, d'après lui, sur une partie du clergé tourangeau désireuse de trouver un terrain d'entente avec les communistes, qui semble inquiéter Jean-François Guérin. Dès 1964, il songe à un possible départ du diocèse, non qu'il ait une idée déterminée en tête, mais parce qu'il se sent de moins en moins accepté, de moins en moins soutenu, et pense qu'on finira par le pousser vers la sortie. Cela se produit effectivement en 1965. L'archevêque de Tours est alors, depuis près de 10 ans, Louis Ferrand, qui a été brièvement d'ailleurs le supérieur de séminaire de Jean-François Guérin. Le Centre des étudiants catholiques de Tours, dont Charles de Monténard est l'aumônier, invite pour une conférence une personnalité dont le nom va peut-être vous faire sourire ou tiquer. Il s'agit de Michel de Saint-Pierre. Évidemment, une conférence de Michel de Saint-Pierre, ça ne pourra être que fortement polémique. Dans le contexte de 1965, un an, quelques mois après la publication de son roman Les Nouveaux Prêtres. Louis Ferrand, apprenant la venue de Michel de Saint-Pierre à Tours, demande à l'aumônier Charles de Monténard d'annuler la conférence. Mais celui-ci répond « Je n'étais pas présent à cette scène, je n'étais pas dans la conscience de Charles de Monténard, que la conférence est organisée par des laïcs, que ce n'est pas lui qui a invité Michel de Saint-Pierre. » Donc Michel de Saint-Pierre vient, prononce sa conférence, à laquelle assistent Charles de Monténard et son ami Jean-François Guérin. Ce n'est pas très glorieux, mais c'est ainsi. Il faut le dire. Pour l'archevêque, c'est inacceptable. À la demande de Louis Ferrand, les deux prêtres doivent quitter le diocèse et s'installent à Paris. Toute leur vie, cependant, ils restent incardinés à Tours. Toute leur vie, ils restent incardinés à Tours. Nous entrons donc dans une deuxième période de la vie de Jean-François Guérin, la période de l'exil, si l'on veut, à Paris, entre 1965 et 1976, de Montmartre à l'ébauche d'une fondation. Charles de Monténard et Jean-François Guérin arrivent donc à Paris. Le premier reprend vite pied dans la pastorale scolaire parisienne, il devient aumônier du lycée Fénelon et se consacre à partir de 1967, pour de longues années, à une œuvre éducative qu'il n'a pas créée, mais à laquelle il donne une grande ampleur, l'Eau vive, à Briançon. Regrettable homonymie avec une autre œuvre dont on a malheureusement beaucoup parlé ces derniers mois, autour de Jean Vanier et des frères Philippe. Mais ce n'est qu'une homonymie. Quant à Jean-François Guérin, il renoue avec les études en s'inscrivant en licence de droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Il se rapproche également du recteur du Sacré-Cœur de Montmartre, Maxime Charles, qui lui confie un ministère de confession à la basilique. Jean-François Guérin habite alors dans l'appartement de sa mère, dans le 11e arrondissement. Par la suite, en 1968,
repéré par le directeur de l'œuvre d'Orient, Georges Marolleau, Jean-François Guérin devient délégué général de l'œuvre d'Orient, fonction qui lui donne l'occasion de prêcher dans les paroisses françaises qui soutiennent l'œuvre ou sont disposées à la soutenir, et naturellement aussi de tisser des liens avec les églises orientales et bien sûr d'organiser des pèlerinages, d'accompagner des pèlerinages au Proche-Orient. C'est toutefois son ministère de confesseur et d'accompagnateur spirituel à Montmartre qui apparaît décisif dans la gestation puis la naissance de la communauté Saint-Martin. Plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes habitués de la basilique finissent par constituer autour de lui un groupe de prière et de formation chrétienne. Avec eux, et pour eux, Jean-François Guérin célèbre une messe hebdomadaire, le mercredi soir, à partir de 1968, à la chapelle des Sœurs du Bon Secours, rue Notre-Dame-des-Champs, près du siège de l'œuvre d'Orient, juste de l'autre côté du métro Saint-Placide. La formation que Jean-François Guérin propose à ces jeunes est essentiellement intérieure, spirituelle, liturgique, fondée sur les sacrements. Comme on l'a dit, ce n'était pas un spéculatif, ce n'était pas un doctrinaire, c'était d'abord un spirituel. En 1970, lorsque le missel romain de Paul VI entre en vigueur, Jean-François Guérin célèbre immédiatement la messe selon le nouvel ordo, tout en cultivant une continuité avec l'ancien ordo dans le style de célébration. Malgré la déception de quelques jeunes ou amis opposés à la nouvelle messe, Jean-François Guérin maintient fermement ce choix. Plus tard, dans les années 1980, lorsque l'abbaye de Fongombault, à la suite de l'indulte de Jean-Paul II sur la célébration de l'ancienne messe en 1984, décide de repasser à l'ancien missel, car Fongombault était passé au nouveau missel, comme Solesmes et d'autres abbayes en 1970, eh bien Jean-François Guérin est fortement déçu par cette décision de Fongombault. Et sa relation avec l'abbaye se distend quelque peu, mais provisoirement. Parmi les jeunes du GAG, comme on l'appelait plaisamment, le groupe de l'abbé Guérin, certains se marient, d'autres, hommes ou femmes, entrent dans la vie monastique, le plus souvent bénédictine, parfois carmélitaine. L'année 1975 marque cependant un nouveau tournant dans la vie de Jean-François Guérin, car l'œuvre d'Orient doit recevoir un nouveau directeur, avec le départ de Georges Marolleau, mais l'archevêque de Paris, le cardinal François Marty, refuse de nommer Jean-François Guérin à ce poste. Comme délégué général, il avait la position nécessaire, la connaissance nécessaire de l'institution pour en assumer la direction. Mais le cardinal Marty considère Jean-François Guérin comme trop classique, lui reprochant notamment de célébrer en latin, bien qu'il s'agisse de la messe de Paul VI. Or, c'est au même moment que deux jeunes hommes, Jean-Marie Le Gall, dont on reparlera, et Gilles Debay, s'ouvrent à Jean-François Guérin de leur désir de devenir non pas moine, comme plusieurs anciens membres du groupe, déjà entrés dans la vie bénédictine, mais prêtres, avec un apostolat dans le monde et un style de vie communautaire, selon un esprit liturgique fidèle à la tradition latine et grégorienne, ainsi qu'à la réforme à laquelle la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium a donné l'impulsion. Reste à savoir si un tel désir est effectivement réalisable ou s'il ne s'agit que d'un rêve idéaliste. Une première étape dans la réalisation de ce projet, tout juste balbutiant, est franchie grâce à l'amitié, alors naissante, d'une religieuse particulièrement énergique, Mère Élodie, prieure de la maison parisienne des Servantes des Pauvres, près de la place Stalingrad, une communauté d'oblates bénédictines fondée au XIXe siècle par un moine de Solesmes. Cette femme trouve dans le 10e arrondissement un appartement où Jean-François Guérin et les deux jeunes hommes, désireux de devenir prêtres, peuvent commencer à mener une certaine forme de vie commune. Par la suite, le soutien amical, spirituel et matériel des Servantes des Pauvres à la petite communauté naissante autour de Jean-François Guérin ne fera jamais défaut. Jusqu'à maintenant. Une seconde étape est franchie en 1976. Oblat de Fongombault, Jean-François Guérin s'est ouvert à l'abbé du monastère, dont Jean Roy, à la fois de ses difficultés dans son ministère à Paris et de ce projet encore bien vague et hasardeux, à peine commençant,
de vie commune avec des aspirants à la prêtrise. Et c'est ici qu'intervient une autre figure capitale dans la fondation de la communauté Saint-Martin, l'archevêque de Gênes, le cardinal Giuseppe Siri. À Rome, en 1976, Giuseppe Siri et Jean Roy, unis par des liens d'amitié anciens, se rencontrent et s'entretiennent, en particulier, de la formation des futurs prêtres de France. À l'époque, le séminaire de la Fraternité Saint-Pédis à Écône, dans le Valais, attire un bon nombre de jeunes Français rebutés, pour diverses raisons, par les séminaires diocésains ou interdiocésains. Mais justement, en 1976, Marcel Lefebvre est en train de s'engager dans la voie de la dissidence. C'est précisément l'année où, en dépit de l'interdiction pontificale, le fondateur de la Fraternité Saint-Pédis célèbre des ordinations sacerdotales qui lui valent la suspense. Giuseppe Siri et Marcel Lefebvre se sont bien connus lors du Concile Vatican II. Ils travaillaient ensemble dans le cadre du Cetus Internationale Patrum, ce groupe informel conservateur qu'a étudié l'historien franco-canadien Philippe Roy-Lisancourt. C'est peu dire que le cardinal Siri était réservé face à certaines évolutions de l'Église post-conciliaire. Mais son attachement à l'unité de l'Église, et plus prosaïquement sans doute sa position très forte et son prestige indéniable au sein de l'épiscopat italien, excluaient totalement qu'il pût devenir un dissident ou même considérer avec sympathie la dissidence de Marcel Lefebvre. Et l'on sait que, lors d'une conversation avec Paul VI, le cardinal Siri avait proposé d'ouvrir le séminaire de Gênes aux jeunes Français qui, pour diverses raisons, n'étaient pas disposés à entrer dans un séminaire diocésain français, mais souhaitaient absolument demeurer en communion avec le pape et ne voulaient donc pas entrer à Écône non plus. Comme Paul VI avait donné au cardinal Siri son accord sur ce principe, le cardinal, entendant don Jean Roy lui parler d'un prêtre, Jean-François Guérin, et de quelques jeunes qui gravitent autour de lui et qui pensent à la vie sacerdotale, invite l'abbé bénédictin à jouer l'intermédiaire entre lui, le cardinal Siri, et Jean-François Guérin. Convoqué à Gênes par Siri via don Roy, en mai 1976, Jean-François Guérin perçoit dans cet événement, dans cette convocation du cardinal, dans cet entretien avec le cardinal Siri à l'archevêché de Gênes, l'appel providentiel et ecclésial qui, selon lui, atteste que cette ébauche de communauté qu'il forme avec quelques aspirants au sacerdoce peut devenir une œuvre d'église. La formation des séminaristes à Gênes sera gratuite. Un ancien couvent de capucins situé en banlieue, à Voltry, leur servira de lieu de vie commune. On entre donc dans une nouvelle étape de la vie du fondateur et dans l'étape décisive de la fondation, avec les débuts de la communauté à Gênes-Voltry entre 1976 et 1993. Désormais, la vie de Jean-François Guérin se confond avec cette fondation qu'il n'avait pas projetée, mais à laquelle il se résout après avoir reçu l'appel de l'archevêque de Gênes. La première rentrée a lieu à l'automne 1976. Sur le choix du nom, communauté Saint-Martin, l'on dispose, à ma connaissance en tout cas, de très peu d'éléments factuels. Jean-François Guérin a probablement choisi ce nom tout seul, la référence à Saint-Martin s'expliquant aisément par l'attachement du fondateur à sa Touraine natale. D'un point de vue plus spirituel, il s'agit d'une relecture, sinon post-pascale, du moins postérieure. On peut trouver d'autres motifs qui d'ailleurs ne s'excluent pas. Le patronage d'un moine devenu évêque articule symboliquement la forte spiritualité liturgique d'inspiration bénédictine et solénienne, avec la vocation pastorale de la fondation. Martin de Tours est une figure missionnaire. Évêque, il a mené, si on en croit à Sulpice Sévère, son hagiographe, une certaine forme de vie commune avec des clercs, et l'austérité
de Martin de Tours pouvait aussi fournir, après tout, un bon exemple pour la vie dépouillée que les séminaristes menaient dans l'ancien couvent capucin de Voltry. Durant 17 ans, donc, de 1976 à 1993, les premiers séminaristes de la communauté Saint-Martin sont formés au séminaire de Gênes, avec les séminaristes du diocèse de Gênes. C'est dans ce diocèse de Gênes que la communauté reçoit, en 1979, sa première reconnaissance canonique, comme pieuse union, selon la nomenclature du Code de droit canonique de 1917. 2 séminaristes sont ordonnés diacres en 1979, puis prêtres en 1980 par le cardinal Siri. Il s'agit des 2 jeunes déjà mentionnés, Jean-Marie Le Gall et Gilles Debay. La question des apostolats ne se pose pas immédiatement. En recevant Jean-François Guérin, Siri avait été très clair. Les futurs prêtres de la communauté seraient certes formés à Gênes et incardinés à Gênes, mais le but était qu'ils exercent leur ministère en France. La priorité est toutefois la croissance et la consolidation de la petite communauté naissante. Cela passe par la vie commune, par la vie de prière à Voltry, mais aussi par l'étude, par les études. Très tôt, Jean-François Guérin envoie les premiers prêtres de la communauté Saint-Martin obtenir des licences canoniques. D'abord à Fribourg, en Suisse, avant que la communauté ne diversifie ses choix universitaires dans les années 1990. Il ne s'agit pas seulement d'un point de vue pragmatique, prosaïque, d'occuper les jeunes prêtres en attente de ministère, mais aussi de préparer d'éventuels professeurs et formateurs. Car il ne fait pas de doute que dans l'esprit de Jean-François Guérin, la communauté Saint-Martin naissante doit être une œuvre de formation de futurs prêtres. Transmettre une spiritualité sacerdotale, un style de vie à la fois ancré dans la tradition et ouvert aux besoins de l'Église d'aujourd'hui, tel est, me semble-t-il, et d'après ce que j'ai entendu de mes confrères aînés, l'objectif essentiel de Jean-François Guérin. Très reconnaissant pour l'hospitalité du diocèse de Gênes, évidemment, il envisage cependant assez vite que la communauté ait un jour sa propre maison de formation en France pour former les prêtres et les diacres qu'elle mettra à la disposition des diocèses français. En 1976, ce rêve peut sembler tout à fait irréaliste. En 1980, seuls 2 prêtres sont ordonnés, mais d'autres suivent. La réputation de la communauté Saint-Martin est modeste, mais quelques ordinations par an suffisent pour qu'elle grandisse. Et c'est en 1984 qu'elle reçoit son premier appel de France. Joseph Madec, évêque de Fréjus-Toulon, confie à la communauté des paroisses du Haut-Var, autour de Bargemont, un de ces territoires anciennement déchristianisés, comme l'ont montré les travaux classiques de Michel Vauvel et de Maurice Agulon, pour les amateurs d'histoire, ou les professionnels d'histoire parmi nous. D'autres missions sont ensuite confiées à la communauté dans les années qui suivent, une autre dans le diocèse de Toulon, puis dans les diocèses d'Orléans, sous l'épiscopat de René Picandet, puis de Blois, sous l'épiscopat de Joseph Goupy, puis de Tours, sous l'épiscopat de Jean Honoré. Et Jean-François Guérin a été évidemment très sensible à la dimension réconciliatrice de cet appel que Jean Honoré d'ailleurs évoque dans ses mémoires, La grâce d'être né. Au début des années 1990, avec 5 implantations en France, plusieurs prêtres titulaires de diplômes canoniques ou en passe de lettres, la communauté Saint-Martin peut envisager d'ouvrir une maison de formation en France, puisqu'elle forme, dans les faits, des prêtres français pour la France. Encore faut-il trouver un lieu. Encore faut-il être accueilli. L'occasion favorable se présente en 1992, près de Blois, à Candé-sur-Beuvron. Le diocèse voisin, d'Orléans, possède, à Candé-sur-Beuvron, une grande propriété, jusque-là centre de vacances pour enfants. Il veut transmettre, vendre ce centre de vacances pour enfants. L'affaire est conclue, avec le soutien d'un réseau de bienfaiteurs, avec un réseau également de communautés bienfaitrices. L'affaire est conclue
Cette future maison de formation présente l'avantage d'être proche de plusieurs implantations de la communauté dans le Val-de-Loire, justement. Et l'ouverture de la maison de formation de Candé a lieu en 1993. À quelques mois près, elle coïncide avec l'approbation de nouveaux statuts canoniques par l'archevêque de Gênes, qui n'est plus le cardinal Giuseppe Siri, mais le cardinal Giovanni Canestri. Sous le régime du nouveau code de 1983, la communauté Saint-Martin est désormais une association publique de clercs de droit diocésain à Gênes. Et Jean-François Guérin en est le modérateur général, à vie, en tant que fondateur. C'est ainsi. L'ouverture de la maison de formation à Candé accroît la visibilité de la communauté, tout en l'inscrivant davantage dans le paysage ecclésial français. Cette ouverture de la maison de formation est aussi pour la communauté un lourd défi à relever, car il faut constituer un corps professoral, mettre en place un programme d'études, élaborer des emplois du temps, organiser les services pratiques de cette maison qui est beaucoup plus grande que le couvent de Voltry. À propos justement du corps enseignant, il faut préciser que Jean-François Guérin ne fait pas partie du corps enseignant. Bien qu'il soit titulaire d'une licence de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, cette licence canonique-là, il a réussi à l'obtenir, il n'enseigne pas cette matière. C'est dans le cadre de la prédication, dans le cadre de la conférence hebdomadaire, qu'il exerce son ministère d'enseignement, non dans le cadre académique. C'est une équipe d'autres membres de la communauté, de professeurs, diplômés, qui est constituée. Qui plus est, alors que la maison de formation se consolide et que d'autres diocèses, petit nombre toutefois, font appel à la communauté, la santé de Jean-François Guérin décline dans les années 1990. La formalisation de la formation intellectuelle, spirituelle et communautaire, avec l'étoffement du corps professoral, le recours à un nombre croissant de directeurs spirituels pour les séminaristes, le développement des implantations pastorales, le besoin croissant de liberté chez des confrères désormais mûrs, tout cela converge pour que, malgré son fort tempérament, s'efface progressivement le rôle de Jean-François Guérin. Cet effacement ne se fait pas sans conflit d'ailleurs. Certains membres quittent avec fracas la communauté Saint-Martin pour rejoindre le clergé diocésain, d'autres en partent plus paisiblement, et les prêtres de l'entourage de Jean-François Guérin, à Candé, doivent parfois lutter pour lui imposer, dans la formation des séminaristes, une meilleure prise en cause des documents normatifs de l'Église sur la formation des prêtres, des documents romains ou français sur la formation des prêtres, pour que tout ne soit pas concentré dans les mains, dans la volonté du modérateur général. Et je pense que c'est l'une des chances ou l'une des grâces de la communauté de Saint-Martin que d'avoir eu, autour du fondateur, des personnalités suffisamment fortes pour lui dire « Cela, vous ne pouvez pas le faire. Cela, vous ne pouvez plus le faire. Il faut changer. » Une autre chance, une autre grâce, ça a été qu'il puisse l'entendre. Il ne faut pas le nier non plus. Au tournant de l'an 2000, la communauté apparaît donc, somme toute, fragile. Le gouvernement de Jean-François Guérin, homme usé et parfois sourdement contesté par certains membres, un certain nombre de prêtres en particulier, après de longues années de ministère, se reconnaissent de moins en moins dans le style de formation, dans l'esprit que Jean-François Guérin essaie d'inculquer aux séminaristes, et certains des prêtres d'ailleurs se sentent encore considérés comme des séminaristes par le fondateur, ce qui est évidemment un problème, une difficulté. À l'époque aussi, au tournant de l'an 2000, le nombre d'entrées au séminaire est faible, et la succession, tout le monde y pense, évidemment, s'annonce difficile et tendue. L'histoire de toute communauté, le passage du fondateur au premier successeur est un moment critique, au sens le plus fort du mot. Mais c'est aussi en l'an 2000 que la communauté devient une association publique de clercs de droit non plus diocésain mais pontifical, sous la vigilance de la Congrégation pour le clergé, avec délégation à l'archevêque de Gênes et sous délégation à l'évêque de Blois, dans le diocèse duquel se trouve la maison de formation. Et c'est encore en l'an 2000, soit dit en passant, à l'occasion des JMJ de Rome, que la communauté Saint-Martin constitue pour la première fois un groupe
relativement important, ce qui la rend plus repérable aux yeux de la jeunesse catholique française. Étonnante période de l'histoire de la communauté où se conjuguent fragilité interne et consolidation canonique et pastorale. En 2004, après avoir subi un accident vasculaire cérébral, Jean-François Guérin, sur son lit d'hôpital, à Blois, reçoit la visite de l'évêque du lieu, Maurice de Germigny, entouré de plusieurs prêtres de la communauté Saint-Martin. Et on lui fait comprendre, c'est Monseigneur de Germigny qui prend la parole, mais il est le porte-parole de l'ensemble du groupe, Maurice de Germigny lui fait comprendre que pour la communauté Saint-Martin, sa démission serait une bonne chose, puisqu'il est modérateur à vie. Et il répond, bon, je démissionne. L'élection du premier successeur du fondateur, Jean-Marie Le Gall, a lieu la même année, selon la procédure prévue par les statuts canoniques, adaptée toutefois selon les recommandations de l'évêque de Blois, pour élargir en particulier le corps électoral et accroître ainsi la légitimité du nouvel élu. Jean-François Guérin déclare alors devant les membres de la communauté, mais là je ne sais plus si c'était avant ou après l'élection de son successeur, « Vous avez appris à vivre en fils, maintenant il vous faut apprendre à vivre en frère ». Il meurt un an plus tard, en 2005, et il est enterré près de Tours, à Artanne-sur-Indre, village où il a grandi et où il désirait être inhumé. Rapidement, et pour conclure en forme d'ouverture, après la mort du fondateur, voyons la consolidation, la croissance et la responsabilité que cette consolidation et cette croissance engendrent pour la communauté. Faut-il considérer que la période de la fondation s'achève avec la mort du fondateur? Sans doute pas. On peut même dire que cette période n'est pas achevée aujourd'hui. À mon avis, ce sera plutôt la mort du dernier d'entre nous qui aura connu le fondateur qui marquera plus sûrement la fin de la période de fondation. En tout cas, d'entrer dans une nouvelle période de l'histoire de la communauté. Le mandat de Jean-Marie Le Gall, de 2004 à 2010, s'inscrit pleinement dans la période de fondation par le travail de structuration canonique ou de renforcement de la structuration canonique de la communauté et de formalisation du charisme de la communauté Saint-Martin. Aux statuts, eux-mêmes modifiés en 2008-2009 avec l'octroi par le Saint-Siège de la faculté d'incardiner les membres dans la communauté et dans l'association, s'ajoutent, entre ces années 2004 et 2010, d'autres textes réglementaires qui font l'objet, encore aujourd'hui, d'une révision régulière. Le coutumier de la vie commune, le coutumier liturgique, le directoire économique, la charte de la maison de formation, il y a tout un dispositif canonique et réglementaire, évidemment validé par la Congrégation pour le clergé, après vote de l'Assemblée générale de la communauté, qui cadre, si l'on peut dire, la vie de la communauté. Jean-Marie Le Gall développait également le gouvernement en conseil et fournit, avec celui-ci, un important travail d'explicitation du charisme de la communauté Saint-Martin, fondé sur la vie commune, la disponibilité aux nominations et son corollaire qu'est la mobilité, c'est-à-dire la disponibilité pour changer de diocèse, une spiritualité fortement liturgique, l'attachement au pape et aux évêques. Cet approfondissement inclut, je pense qu'il est bon de le dire, un rapport volontiers critique à la figure du fondateur, à ses défauts bien visibles et à ses erreurs. Je me souviens très bien de la franchise, parfois un peu insistante, avec laquelle les formateurs, durant mes années de séminaire, évoquaient tel trait de tempérament, telle colère ou tel comportement de Jean-François Guérin. On sentait que la génération des successeurs ne souhaitait pas tout reproduire dans le schéma fondateur. Dans ce qui nous était dit de lui, certes, il n'y avait pas que du négatif, mais le négatif avait sa place. À la fin du mandat de Jean-Marie Le Gall en 2010, la communauté compte environ 70 membres, prêtres et diacres, et ces apostolats, jusque-là principalement ruraux, commencent à se diversifier. La maison de formation de Candé-sur-Beuvron compte parmi les principaux séminaires de France,
Les séminaristes sont environ 40. Ils sont même un peu à l'étroit dans cette maison. Paul Préau, élu modérateur général pour la première fois en 2010, est réélu en 2016, puis en 2022 pour un troisième et dernier mandat. Les statuts ne permettent pas qu'un modérateur général fasse plus de 3 mandats. Son supériorat coïncide avec une forte croissance de la communauté, pour reprendre les effectifs, d'environ 70 à 185 membres, prêtres et diacres, d'environ 40 à environ 120 séminaristes entre 2010 et 2023. Cette croissance attire d'autant plus l'attention qu'elle détonne dans la situation globale de l'Église catholique en France. L'on reste cependant très loin, j'ose le dire, de la croissance stupéfiante de grandes familles religieuses dès leurs premières années d'existence, comme les cisterciens, les dominicains, les franciscains, les jésuites ou les carmélites des chaussées. La croissance des effectifs apparaît tout à fait faramineuse. Cela étant, la croissance de la communauté Saint-Martin est suffisante pour que l'on envisage, que l'on décide et que l'on mette en œuvre le déménagement de la maison de formation de Candé-sur-Beuvron à Évron en 2014. Ancienne abbaye bénédictine de fondation mérovingienne, reprise à l'époque napoléonienne par une congrégation féminine locale fondée au XVIIe siècle, les Sœurs de la Charité de Notre-Dame d'Évron, le lieu permet d'accueillir les séminaristes, leurs formateurs et les nombreux hôtes, car il y a une hôtellerie à Évron, dans de meilleures conditions qu'à Candé-sur-Beuvron, et dans le même espace, près de l'abbaye, se trouve une maison de retraite et un EHPAD qui, le moment venu, pourront accueillir, cela fait partie du projet d'Évron, du déménagement d'Évron, les premiers frères âgés de la communauté dans la proximité des séminaristes. Cela fait aussi partie du projet d'Évron. C'est un projet intergénérationnel, comme l'on aime dire aujourd'hui. Une maison mère autonome, mieux distinguée de la maison de formation, se met aussi en place à Évron pour le service de l'ensemble des communautés locales et de la cohésion de la communauté. Évidemment, les relations ne sont plus les mêmes selon que l'on est 185 ou selon que l'on est 70. Avec une réflexion attentive sur le gouvernement de la communauté, ses besoins, ses défis, les évolutions à envisager, sur les rôles respectifs des conseils, de l'Assemblée des responsables des communautés locales, de l'Assemblée générale des membres de la communauté, des échelons intermédiaires que sont les régions, qui ne sont pas comparables, en tout cas pas actuellement, à des provinces dans un ordre religieux ou une congrégation. C'est plutôt un échelon de rencontres plus régulières, plus fréquentes que l'Assemblée générale, qui, elle, a lieu tous les ans, même si, statutairement, la communauté n'est pas tenue de se réunir en Assemblée générale tous les ans. Mais c'est ce que nous faisons quand même. Gouverner une communauté en croissance, et plus largement, pour chacun des membres, participer à la vie d'une communauté en croissance, c'est une lourde responsabilité, car la communauté, comme je le disais au début, n'existe pas pour elle-même, mais pour les églises locales, et avec les églises locales, et dans les églises locales, pour l'annonce dans notre monde de Jésus-Christ, Dieu fait homme, mort et ressuscité. Et ce ne peut être que dans un dialogue constant, dans une relation de confiance avec les églises locales, avec les prêtres, les évêques, les prêtres diocésains, les laïcs rencontrés dans le cadre des ministères pastoraux ou dans le gouvernement des diocèses, avec aussi les communautés religieuses masculines et féminines, avec lesquelles la communauté Saint-Martin tient à entretenir des liens d'amitié spirituelle. La sagesse multiséculaire de ces communautés religieuses est une précieuse ressource. C'est seulement dans un dialogue constant avec toutes ces réalités ecclésiales que la communauté peut grandir de manière mûre, humble et fructueuse. Fructueuse pas d'abord pour elle, mais pour l'Église et pour les chrétiens. La croissance de la communauté n'a pas de sens si elle est autoréférentielle. Dans le contexte d'une Église qui, en France, s'affaiblit, un fantasme d'autosuffisance serait une impudence scandaleusement décalée.
Sans doute, la communauté Saint-Martin a-t-elle acquis depuis 1984 et les discrets commencements dans le Haut-Var à Bargemont une certaine maturité, ou en tout cas une certaine expérience dans l'exercice du ministère pastoral, de ministères pastoraux variés, dans la formation des futurs prêtres, et aussi dans l'accompagnement des prêtres. Ce dernier point étant certainement un défi colossal et largement sous-évalué dans l'Église. Tout ne se joue pas au séminaire. C'est ce que je me suis souvent dit, je livre un peu ma pensée sur ce point, dans tous les débats qui courent depuis quelques mois sur les abus. J'ai juste 3 lignes. Après cette petite remarque personnelle, on dit beaucoup qu'il faut absolument réformer ceci et cela dans les séminaires, peut-être, mais la vie d'un prêtre ne se résume pas à ce qu'il a reçu au séminaire. Sa formation est permanente. Et des régressions, des affaiblissements sont tout à fait possibles après l'ordination. Cette maturité, ou cette expérience, en tout cas toujours perfectible de la communauté, doit être vue comme une contribution effective, je l'espère positive, une parmi d'autres, sans doute, mais une contribution originale à la vie de l'Église et des communautés chrétiennes dans notre société française, et aussi, très modestement, comme on l'a vu, au-delà des frontières de notre pays. Je vous remercie. Bon, merci David, vous avez beaucoup appris et vous avez parfaitement tenu l'heure. Alors, nous allons avoir maintenant un échange. Il y aura certainement beaucoup de questions. J'aurais juste, si vous permettez, une demande d'information concernant l'exercice de l'autorité. Est-ce qu'il y a un système d'élection? Comment est-ce que les responsables sont nommés, élus ou autres? Non. Alors, le modérateur général, tel est le nom que porte le supérieur, le modérateur général de l'association est élu par tous les membres, prêtres et diacres de la communauté. Une assemblée générale est convoquée pour procéder à l'élection du modérateur général. Il est élu pour un mandat de 6 ans. Autour du modérateur général, il y a un conseil. Ce conseil, d'après les statuts, compte un certain nombre de membres élus par tous les membres de la communauté et quelques autres membres nommés par le modérateur général. Et la taille du conseil est fonction du nombre de membres. Ce qui veut dire que ces dernières années, le conseil s'est agrandi. Moi, j'ai connu 2 élargissements du conseil, dont je ne fais pas partie, je précise. Donc certains des membres du conseil sont élus et d'autres sont nommés. Et alors, j'essaie de me rappeler combien y a-t-il de membres dans le conseil aujourd'hui. J'avoue qu'avec le récent élargissement, justement, je ne suis plus très sûr. Mais il y a une grosse moitié de membres élus et une petite moitié de membres nommés. Et ils sont combien dans le conseil? Alors, ils sont une douzaine. Ah, 12. Actuellement, ils sont une douzaine. Dans les faits, 7 et 5. L'élection des membres du Conseil a lieu avant la nomination par le modérateur général des autres membres. Donc en fait, il prend déjà le pouls de la communauté et il est fréquent que les membres nommés par le modérateur général soient ceux qui ont eu un certain nombre de voix lors de l'élection des membres. C'est logique. Je pense que cela répond à la question. Enfin, incomplètement, sans doute. Oui, non, mais tout à fait. Bon. Bon, eh bien, maintenant, nous pouvons procéder à un échange. Il y aura certainement... Bon. Je voudrais savoir Plus fort. Plus fort. Je voudrais savoir
quelle est la position actuelle de Rome vis-à-vis de cette congrégation? Alors, reste à savoir ce que l'on appelle Rome. Qu'est-ce que Rome? Est-ce que c'est le pape François? Est-ce que c'est la congrégation pour le clergé? Je ne peux pas répondre de manière claire à cette question. Je doute que le pape François connaisse notre existence, même si, à vrai dire, il a reçu, bien sûr, des membres de la communauté et, à 2 reprises, je crois, la maison de formation. Mais s'en souvient-il? Je ne sais pas. Quant à la congrégation pour le clergé, enfin au dicastère pour le clergé, comme on l'appelle maintenant, la vigilance sur la communauté Saint-Martin n'est que l'une des multiples tâches qu'a ce dicastère, et je ne pense pas que ce soit pour eux, que la communauté Saint-Martin soit pour eux un sujet de préoccupation ou d'inquiétude ou de fierté quotidien. Ce qui est certain, c'est que notre modérateur général, lorsqu'il va à Rome, enfin va à Rome tous les ans pour rencontrer le cardinal-préfet du dicastère pour le clergé, il en a connu un certain nombre. Il a toujours été bien reçu, il rend compte de la vie de la communauté, il reçoit les remarques, les demandes, les conseils. Donc, à mon sens, les relations sont bonnes. Est-ce que je peux demander, pour compléter, Oui. est-ce que le pape a encouragé, à une ou plusieurs occasions, la progression de la congrégation? Alors, je pense en tout cas que dans son histoire, il y a des étapes objectives qui attestent de cet intérêt et de ce soutien. En l'an 2000, lorsque la communauté devient une association de droit pontifical, et en 2008, lorsqu'elle reçoit, de Benoît XVI, la faculté d'incardiner ses membres. Cela étant, en 2008-2009, on parle d'une communauté qui compte 60 prêtres et diacres, donc c'est minuscule à l'échelle de l'Église universelle. Et c'est un dossier, c'est un dossier parmi des dizaines et des centaines d'autres pour le pape. Christ, oui. Ah non. Non. Oui, d'accord. Pardon. Oui, je veux dire, oui, ça a été extrêmement passionnant. On a rencontré des visages que les uns et les autres connaissent et qui ont des caractéristiques particulières toujours. Ce qui m'intéressait, c'est que vous pourriez nous préciser exactement quels sont les charismes particuliers de cette association. Vous savez, moi j'ai noté la vie commune, la disponibilité et une spiritualité liturgique. Qu'appelez-vous la spiritualité liturgique? Alors, et quels sont les charismes? Est-ce que vous pouvez résumer? Parce que pourquoi cette communauté est devenue attractive alors que les séminaires sont vides, enfin, ou morts? Qu'est-ce qui fait que... Bien sûr, non, faut voir la réalité. Qu'est-ce qui fait que vous avez exercé sur un certain nombre de jeunes pensant au sacerdoce une telle attractivité? Alors, en vous engageant un peu sur il y a plusieurs questions en fait dans votre prise de parole. Alors, une spiritualité liturgique, c'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut, qui est de moi, qui désigne simplement une vie spirituelle d'inspiration bénédictine, solémienne, fondée sur la célébration de la liturgie des heures en commun. Nous chantons ensemble les laudes et les vêpres, en cultivant effectivement la tradition grégorienne, donc tout à fait comme cela se fait à Solesmes, à ceci près que l'office de Solesmes est monastique, nous chantons l'office romain, et c'est une spiritualité qui est aussi fortement fondée sur l'année liturgique. Mais c'est très classique, enfin, c'est dans l'esprit de Solesmes, de la congrégation de Solesmes. Donc c'est cela que je veux dire par une spiritualité liturgique, avec évidemment la célébration de l'Eucharistie au cœur de la journée.
Ensuite, pour le charisme, effectivement, c'est essentiellement la vie commune des prêtres en vue de l'exercice du ministère pastoral de type diocésain, dans la disponibilité aux nominations, la mobilité, la capacité à passer d'un diocèse à l'autre, en fonction des besoins de la communauté, des besoins de l'Église, plus largement. Ce qui suppose quand même un certain état d'esprit, une certaine disposition intérieure. Il faut être prêt à mener sa vie de prêtre ou de diacre dans différents diocèses, dans différents cadres. Ensuite, alors votre troisième question est évidemment la grande question qui est à peu près inépuisable et difficile à résoudre, à mon avis. Difficile à résoudre. Je suis embarrassé pour répondre à cette question, car bien sûr, je peux donner mon témoignage personnel, mais mon témoignage personnel ne correspond pas nécessairement à ce que vivent aujourd'hui les séminaristes. Moi, j'ai commencé ma formation dans un séminaire diocésain. J'ai commencé dans le diocèse de Paris. En plus, je viens d'un milieu qui n'est pas catholique, qui n'est pas chrétien. J'ai été baptisé adulte dans l'église réformée avant de rejoindre l'église catholique. Donc, cet itinéraire fait de moi, même dans la communauté Saint-Martin, quelqu'un d'atypique. Mais j'ai commencé ma formation dans le diocèse de Paris, mais très vite j'ai étouffé parce que je ne sentais pas d'ambiance de confiance. Je ne sentais pas d'ambiance de confiance. Y compris dans les petites équipes. De confiance, oui. Je pense que la confiance est ce qui manque le plus aujourd'hui dans l'Église. Pas seulement dans l'Église, dans notre société plus largement, dans l'entreprise, à l'université, dans toutes les institutions, dans les milieux artistiques. Je ne sentais pas de confiance. Je ne sentais pas que l'on me faisait confiance et j'avais du mal à faire confiance. Parce que les choses ne me semblaient pas clairement dites. Les choses ne me semblaient pas dites en face. Je ne savais pas ce que l'on pouvait attendre de moi. Je me sentais réduit à devoir discerner des sous-entendus. Ce qui pour moi est devenu intolérable. Arrivé à Candé, j'ai découvert tout le contraire. J'ai découvert une relation de confiance entre formateurs et séminaristes, entre séminaristes et formateurs, une relation de confiance évidente entre les formateurs, et une confiance qui se construisait aussi, naturellement, non sans heurts parfois, entre séminaristes. Les heurts, ça aide aussi à construire la confiance, en fait. Et cela m'a profondément libéré. En fait, j'ai trouvé la confiance et la liberté. Ça, c'est l'expérience que j'ai faite. Depuis 2004, 2005, 2006, puisque je suis entré à Paris en 2004 et que j'ai bifurqué vers Saint-Martin en 2006, la communauté Saint-Martin a changé, le diocèse de Paris, le séminaire de Paris ont changé aussi. Donc ce que je dis est valable pour la situation que j'ai connue. Est-ce que ceux qui entrent aujourd'hui à la maison de formation de la communauté Saint-Martin sont aussi attirés par une ambiance de confiance, une ambiance de liberté, une formation qui semble solide, articulée entre les 4 piliers de la formation sacerdotale, formation humaine, formation intellectuelle, formation spirituelle, formation pastorale. C'est possible. Je pense aussi que ce qui joue en faveur d'Évron de manière très pratique, c'est que c'est le seul séminaire aujourd'hui où toute personne, en fait, peut s'inviter pour séjourner à l'hôtellerie et partager quelques jours la vie des séminaristes.
Ce qui fait que ce séminaire, qui peut sembler éloigné, est en fait un lieu très ouvert, un lieu où vont et viennent beaucoup de personnes, où circulent beaucoup de personnes, avec aussi des groupes de paroissiens qui viennent des différentes régions de France. Nous organisons des récollections aussi pour jeunes garçons et jeunes filles. Évron est le seul séminaire de France, à ma connaissance, où 3 ou 4 fois par an, il y a des récollections avec une centaine de jeunes garçons et une centaine de jeunes filles. Bon, donc ce n'était pas un séminaire fermé, clos, ce n'était pas une clôture, Évron. Au contraire, c'est un lieu très ouvert. Et c'est assez unique, me semble-t-il, dans le paysage des séminaires français. Donc, un jeune peut venir avec différentes idées dans la tête. Hein. Ça peut être pour se reposer, ça peut être pour réviser ses examens ou ses concours, ça peut être pour voir un ami, ça peut être pour se poser la question de la vocation. Bon. Il peut partager la vie des séminaristes, il peut se dire effectivement de manière concrète, pourquoi pas moi. Bon. C'est un élément de réponse que je pense pouvoir fournir. Oui, Vos mais- formateurs, vous les trouvez où? Parce que c'est facile. Je veux dire, vous commencez à Paris, vous manquez de confiance. Ça, je peux comprendre. Après, pourquoi pas? Mais à Paris, vous pouvez trouver quand même un enseignement de qualité. C'est relativement aisé. Ça ne vous convient pas, l'école d'à côté va vous le fournir. Mais à Évron, au fin fond de la Mayenne, comment vous allez trouver une formation de qualité? C'est un peu comme si j'allais me former dans le Cantal. Pourquoi pas? J'aime ça, mais enfin, non, j'aime beaucoup le Cantal, j'ai rien contre le Cantal. Ah, si, C'est quand même... Ce qui compte, ce ne sont pas tant les lieux que les personnes. Oui, bien sûr. Euh, Comment attirez-vous des personnes à Évron? J'ai rien contre Évron, je connais pas. c'est très facile d'accès en train, en tout cas. Hein. Oui, certes, mais encore. Après, ce sont... Quel genre de personnes viennent là? Alors, il y a beaucoup de questions, finalement, dans votre prise de parole. Parce que sur la qualité de la formation, moi, je dois dire que je me suis globalement ennuyé à l'école cathédrale quand j'y étais séminariste. Oui. J'ai une longue carrière d'étudiant. Oui. C'est le seul... Comment ? Il y a d'autres choses que l'école cathédrale. Oui, mais on ne choisit pas son lieu de formation quand on entre au séminaire pour le diocèse de Paris. Oui, oui. On ne choisit pas son lieu de formation quand on entre au séminaire en général. Oui. Sauf peut-être justement le jeune qui vient à Évron et qui se dit « tiens, ça peut être pour moi ». Mais un jeune ne peut pas débarquer à la faculté Notre-Dame, au Bernardin aujourd'hui, ou au séminaire d'ici des Moulineaux, ou au séminaire des Carmes, ou dans un séminaire interdiocésain, pour venir voir. Cela ne se fait pas, à ma connaissance. Ah bon? Il n'y a pas d'hôtellerie, il n'y a pas de possibilité, ça ne fait pas partie de la vie de ces maisons-là que d'accueillir de manière habituelle des hôtes et de les intégrer à leur vie de séminariste. C'est une catastrophe. En France, on ne peut pas faire de la théologie comme on l'a fait en université allemande. Vous allez faire de la théologie en université allemande pour n'importe quel Pékin, moi, peut y aller. Et si ça ne me plaît pas, ben je m'en vais. Oui. Mais voilà, pour être formé théologiquement en vue du ministère ordonné, ce n'est pas possible en France. Et moi, je dois dire que intellectuellement, quand dit à l'époque le supérieur du séminaire de Paris, me disant « tu n'y trouveras pas ton compte », j'y ai beaucoup plus trouvé mon compte. Aussi parce que la formation intellectuelle reçue à l'époque à Candé, maintenant à Évron, est articulée à une formation humaine, spirituelle et pastorale. Et cette cohérence de la formation est, à mon avis, aujourd'hui, la force de la communauté Saint-Martin. Les formateurs sont tous de Saint-Martin ou il y a d'autres formateurs qui interviennent? Alors, parmi les enseignants, la majorité, effectivement, est constituée de prêtres ou de diacres de la communauté, mais il y a aussi d'autres intervenants, laïcs ou religieux, effectivement. Y a-t-il des prêtres diocésains? Oui. Donc il y a une
une diversité d'intervenants, avec toutefois une majorité de professeurs issus de la communauté Saint-Martin. Et il y a des fautes. Oui. Oui, j'ai confié un cours d'histoire ancienne à Marie-Françoise Basselès, qui a enseigné un certain nombre d'années dans notre communauté, mais bon, c'est un exemple. Il y a énormément de questions. Michel a demandé la parole depuis longtemps. Je me suis posé une question à propos des diacres qui sont chez vous. Alors, Parce que dans notre Église actuellement, il y a deux sortes de diacres. Il y a des séminaristes qui vont devenir prêtres et qui sont diacres provisoirement. Et puis, il y a des diacres qui sont des diacres permanents, mais qui, en général, sont mariés. Qui sont les diacres de votre communauté et avec quelle activité? Alors, il y a bien sûr les diacres destinés à devenir prêtres. Il y a aussi 4 diacres permanents qui sont célibataires et qui ont fait l'intégralité du séminaire comme les prêtres et qui avaient effectivement une vocation de diacre. Ils ne sont pas entrés dans la communauté pour devenir prêtres. L'abbé Guérin a assez tôt eu le sentiment, l'intuition que la communauté pouvait être aussi un lieu d'expérimentation, si je puis dire, d'une forme particulière de diaconat permanent. Et les diacres permanents de la communauté, après avoir reçu l'intégralité de la formation au séminaire comme les futurs prêtres, sont associés aux prêtres dans les communautés locales et exercent un ministère pastoral à plein temps dans les paroisses, avec souvent donc une inclination particulière vers des personnes pauvres, un ministère de visite, un ministère de services pratiques aussi dans certains cas. Voilà ce que je peux dire. Bon, il y a énormément de demandes de questions. Donc, si on pouvait, j'ai au moins Patrick Boult, André Brochet, si on pouvait regrouper. Vas-y. Je suis historien comme vous. Mais bien sûr, oui. Bien sûr, je vous reconnais, maître. Les sociétés de prêtres ont toujours existé dans l'Église. Donc, la communauté Saint-Martin n'a rien d'exceptionnel de ce point de vue-là. Elle s'inscrit dans toute une tradition qui, au Moyen-Âge, était représentée par les chanoines réguliers. Les chanoines réguliers, c'était des communautés de prêtres, précisément, qui menaient une vie régulière, c'est-à-dire non seulement moralement régulière, mais liturgiquement régulière, qui vivaient en communauté et qui remplissaient des fonctions qui étaient peu ou mal remplies à l'époque. Alors ça va depuis les chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard, qui aidaient les gens à traverser les Alpes avec leurs chiens, jusqu'aux Prémontrés, qui sont des obligations existantes. Oui, je connais bien, oui. L'origine des chanoines réguliers. Donc ça, ça s'inscrit dans une tradition longue et pas une innovation tombée du ciel. Alors, deuxième point, j'aimerais quand même comprendre la motivation fondamentale aujourd'hui de notre communauté, c'est-à-dire on dit, vous le dites, et ça correspond à la réalité, ce qui est fondamental pour nous, c'est la formation des prêtres. Donc là, je vais poser une question en disant, est-ce que les prêtres étaient si mal formés, ou sont si mal formés dans les séminaires diocésains, qu'il faille créer des communautés de prêtres parallèles, en quelque sorte, pour récupérer les candidats au sacerdoce. Il y a eu toutes sortes de créations, à Paris en particulier, de séminaires parallèles, le cardinal Lustiger en particulier, et donc on se demande finalement si cette prolifération de séminaires ou de centres de formation est vraiment un progrès, ou est-ce que ce sont des vases communicants, à partir du moment où les séminaristes, ou les gens qui pourraient être séminaristes ne vont plus au séminaire diocésain, ils vont à la communauté Saint-Martin, mais ça ne change pas grand-chose au niveau des chiffres globaux et de la vitalité du catholicisme français. Je m'interroge sur cette fonction de formation dont vous avez montré qu'elle était
fondamentale pour vous. Oui, alors je n'ai sans doute pas été aussi précis ou aussi clair que j'aurais voulu l'être, car lorsque j'ai dit que la formation des futurs prêtres était un objectif essentiel, je parlais de Jean-François Guérin. Je pense, mais encore une fois, je ne suis pas spécialement habilité à parler au nom de la communauté Saint-Martin, qu'aujourd'hui, les responsables de la communauté Saint-Martin diraient plutôt que l'objectif essentiel de la communauté Saint-Martin telle qu'elle est aujourd'hui, et non plus l'objectif essentiel de Jean-François Guérin à la fin des années 1970, c'est de contribuer à une meilleure répartition des prêtres de type diocésain, des prêtres exerçant un ministère de type diocésain, d'abord en France et modestement à l'étranger. Donc je nuancerai le caractère essentiel aujourd'hui de la formation sacerdotale. Cette formation des prêtres n'est qu'un moyen en vue de la mise à la disposition des églises locales de prêtres et de diacres pour les besoins de l'Église. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne vont plus dans les séminaires traditionnels? Alors ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Alors, il faudrait le leur demander. Je pense que certains ayant eu une vie assez mobile, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, ne s'identifient pas particulièrement à un diocèse et se sentent plus à l'aise dans une communauté elle-même mobile. Il y a une sorte de correspondance, me semble-t-il, entre un certain style de vie plus mobile aujourd'hui et la mobilité que propose la communauté Saint-Martin. Certains ont connu des prêtres de la communauté jeune et ont déjà une histoire d'amitié, si l'on peut dire, avec la communauté. D'autres, à mon avis, entrent avec des motivations peut-être moins claires. Vous savez, on peut entrer au séminaire avec des états d'esprit très différents. Certains y entrent avec déjà un désir très ferme de devenir prêtre, d'autres un peu pour voir. Oui, ça existe. Oui, alors. Il y a Patrick. Patrick. L'attitude de votre communauté vis-à-vis de la démarche synodale, est-ce que vous en attendez quelque chose et comment ça perturbe éventuellement la définition de votre fonctionnement? Alors c'est une vaste question. À ma connaissance, la communauté Saint-Martin n'a pas de position officielle, de prise de parole officielle sur la démarche synodale. Les prêtres et diacres de nos paroisses ont participé aux différentes démarches synodales dans les diocèses. Cela va de soi, puisqu'ils sont des acteurs parmi d'autres de la vie des églises locales. Donc ils y ont participé. Alors bien sûr, la question se pose d'une manière différente pour le gouvernement interne de la communauté et pour son évolution. Il est clair que la prégnance de ce thème de la synodalité aujourd'hui apparaît comme une invitation forte à la communauté Saint-Martin à se dire et nous, que faisons-nous? Je pense que cette question, en fait, croise celle de la nécessaire évolution du gouvernement dans un contexte de croissance. La communauté a vite grandi ces dernières années, elle va continuer à grandir dans les années qui viennent. Le gouvernement a déjà évolué. Le modérateur général a 2 assistants généraux désormais qui sont à plein temps, alors que lorsque je suis entré au séminaire, il n'avait qu'un assistant général qui était à mi-temps. Donc désormais, effectivement, il y a des prêtres qui sont
à plein temps, ils sont donc plusieurs, pas seulement le modérateur général, à travailler au gouvernement de la communauté, et le conseil lui-même s'est étoffé. Et les membres du conseil ont aussi la mission de veiller à un accompagnement toujours plus proche, toujours plus attentif des confrères prêtres et diacres. Donc, la croissance de la communauté est elle aussi, pour nous, avec le thème actuel de la synodalité, je trouve, une mise en demeure, pour une réflexion approfondie de type théologique, canonique et pratique sur le gouvernement. Et je pense que le modérateur général actuel a lui-même une pratique du gouvernement très collégiale. Il confie beaucoup de tâches aux membres du Conseil. Il s'appuie aussi pour d'autres tâches plus ponctuelles sur d'autres confrères qui ne sont pas membres du Conseil. Il y a vraiment, me semble-t-il, une participation d'un nombre croissant de membres à la vie de cette communauté, elle-même en croissance. Donc il y a une affinité en fait entre le thème de la synodalité et la dynamique de la croissance, je trouve, les défis de la croissance. Il y avait plusieurs questions. Définir le profil des candidats séminaristes, je veux dire, est-ce qu'il y a une origine sociale repérable, niveau intellectuel, est-ce qu'il y a des étrangers, d'autres cultures, est-ce qu'il y a un profil que vous pourriez définir? Alors, un profil, non, d'autant que les années se suivent et ne se ressemblent pas toutes. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire, les Français sont très largement majoritaires. Il y a quelques Français d'origine étrangère. Nous avons un Français d'origine malienne, un Français d'origine malgache parmi les prêtres aujourd'hui. Il y a des étrangers qui sont des Européens, des Latino-Américains et aussi, dans certains cas, j'ai eu l'occasion de le dire en passant, de nationalité chinoise ou syrienne, ce qui crée tout de même une certaine diversité, malgré la très forte majorité française. Là, c'est indéniable. Elle est indéniable, cette majorité. Ensuite, quant aux profils sociaux, culturels, intellectuels, il y a de toute manière, il faut le dire, un rétrécissement sociologique du catholicisme français. Et comme le dit volontiers Guillaume Cuchet, le catholicisme français aujourd'hui est en U. Il y a donc une surreprésentation dans nos paroisses de la noblesse, d'une bourgeoisie éduquée, avec différents niveaux socioculturels et socio-économiques, bien sûr. Une représentation importante de populations issues de l'immigration. C'est un fait, moi je célèbre très régulièrement à Saint-Louis-d'Antin, c'est très saisissant de voir cette diversité, j'ai vraiment les deux branches du U. Et puis la classe moyenne française est assez peu représentée. Et il est clair qu'au séminaire d'Évron, comme dans d'autres séminaires tout de même, hein, c'est aussi vrai à Paris, c'est aussi vrai à Lyon, c'est aussi vrai au séminaire français de Rome, c'est aussi vrai à Bayonne ou à Toulouse, eh bien, il y a une représentation forte de jeunes hommes venant de milieux plutôt favorisés, de familles nombreuses. Ensuite, pour le niveau d'études, c'est autre chose. On peut venir d'un milieu socio-économiquement et culturellement privilégié et avoir un niveau d'études faible. Et là, les variations peuvent être très très importantes, avec parfois des cas de dyslexie, de dyspraxie que nous accompagnons comme nous pouvons. Jean-Pierre Rosa. Vous avez parlé de quelques petits groupes autour du charisme, mais ce sont tout de même des prêtres qui sont ensemble, c'est une vie commune de prêtres. Donc il y a bien une spiritualité
Sacerdotale, ouais. un visage, Mhm. une actualité sacerdotale. Bien sûr. Un prêtre de la Mission de France, ça n'est pas un prêtre de l'oratoire, par exemple. Mhm. Donc, quelle est votre spiritualité sacerdotale, s'il en est? Alors, à une certaine époque, c'est un peu moins vrai maintenant. La communauté entendait s'inscrire comme une parvenue dans la mouvance de ce qu'il est convenu d'appeler l'école française de spiritualité, à laquelle Hervé Legrand a fait allusion. Parce que Jean-François Guérin avait commencé sa formation chez les Sulpiciens, qu'il gardait tout de même un bon souvenir d'eux, même s'il a quitté Versailles, comme je l'ai dit, pour rejoindre ensuite le séminaire français de Rome. Donc il a gardé cette touche sulpicienne, mais la communauté Saint-Martin n'a jamais été officiellement une communauté d'école française. Et je doute que beaucoup de mes confrères se soient plongés dans les écrits de Bérulle, ou d'Ollier, ou de Jean Eudes. Moi, je m'y suis plongé pour ma thèse, mais je n'ai pas forcément fait école. Donc, cela dépend aussi des histoires personnelles. Il y a... c'est étonnant, en fait. C'est étonnant. Il y a des intérêts qui peuvent sembler paradoxaux. Vous citez la Mission de France. L'histoire de la Mission de France, publiée il y a quelques années par Nathalie Vieux-de-Paul et Tanguy Cavalin, a été lue au réfectoire de la maison de formation d'Évron. Puisque la maison de formation, c'est un petit peu comme dans un monastère, il y a une lecture, pas tous les jours, à table. Et pas forcément pendant tout le repas non plus. Parce que l'idéal missionnaire de cette société, qui souhaite d'ailleurs contribuer à une meilleure répartition du clergé, et qui est aussi une lointaine émanation de l'école française, le premier supérieur du séminaire de la Mission de France était un sulpicien, eh bien ça résonnait. Ce désir missionnaire, ce désir de rejoindre une société déjà perçue à l'époque comme massivement déchristianisée, avec une église que l'on percevait déjà comme en voie de marginalisation. Même chose, ça peut sembler paradoxal, mais en fait les logiques sont convergentes, pour les figures de prêtres ouvriers. Plusieurs livres relatifs à cette histoire-là ont été lus, parce que le prêtre ouvrier, les prêtres ouvriers apparaissaient aussi comme porteurs de cet idéal missionnaire pour aller rejoindre, avec une soif d'expérimentation, un monde dit déchristianisé. Donc en fait, il peut y avoir des sources d'inspiration, des lectures, des précédents historiques, dont le rapprochement peut sembler paradoxal, mais qui obéissent en fait à une logique spirituelle, pastorale, assez proche. Eh bien, le fait, c'est ce que je disais, le désir de rejoindre un monde, une société dont on sent qu'il est massivement indifférent, et que l'Église est de plus en plus marginalisée face à ce monde. Le constat était déjà dressé dans les années 50, il est dressé aujourd'hui. Bon, nous avons eu un échange très riche et nous devrons maintenant malheureusement nous limiter à 2 questions. Voilà. Avez-vous des ennemis dans l'Église? Il y a certains catholiques quand même qui s'inquiètent beaucoup du développement de la communauté Saint-Martin en disant que c'est un peu un retour en arrière dans l'expression de la foi. On n'entend pas. On n'a pas. Je disais que certains catholiques s'inquiétaient du développement de la communauté Saint-Martin en pensant que c'était un peu un retour en arrière dans l'expression de notre foi. Dans le sens de la question qui vient d'être évoquée, et pour clarifier peut-être un peu les choses, parce que comme vous, je ressens le besoin que les choses soient dites clairement. Ma question, je ne sais pas s'il y a une réponse, je la pose quand même. Est-ce qu'il est possible de situer la communauté Saint-Martin par rapport à Vatican II?
quelle logique? Voilà. Oui, alors je vais. Nous avons deux plusieurs questions oui, et puis, convergentes. oui. Hein, et bon, voilà. Attends, de la troisième, là. Oui. Oui, ça va un peu dans le même sens, mais rapidement, vous avez beaucoup parlé de l'aspiration pastorale. Vous avez insisté sur ce pilier de formation pastorale. Mais comment est-ce que vous articulez ce souci avec l'absence de rattachement communautaire, l'absence d'inscription dans une communauté chrétienne locale? Voilà. Si je voulais provoquer, on prie souvent pour les prêtres comme des dons de Dieu, mais ce sont aussi des émanations de la communauté chrétienne. Comment est-ce que vous articulez, à moins que votre conception du sacerdoce, finalement, j'imagine, n'évacue pas la question, mais du coup, comment est-ce que vous vous situez par rapport à la communauté chrétienne? Bon, voilà, déjà. 3 questions. Est-ce qu'il y a un rôle particulier des prêtres Saint-Martin quand ils sont dans une paroisse? Je vais arriver aussi une dernière question. Écoutez, Sur le dialogue interreligieux, il y avait encore aujourd'hui au Collège du Barbardien une journée de Isaac sur le dialogue judéo-chrétien. Vous disiez vous-même que vous veniez du monde réformé. Ma question était plutôt sur la relation au monde politique. J'ai lu de votre part, en venant ici, un excellent article sur la manifestation pour la mémoire des prêtres communaux et avec l'action politique. Quel est, à votre avis, moi je suis frappé de voir combien l'Église est quand même un peu introvertie, bien sûr qu'il y a des problèmes sur le droit familial, sur le... Bon, écoutez, je crois que... Non, écoutez, je crois qu'il y a eu énormément de questions et il faut que David Gilbert puisse répondre aux questions qui ont été posées. Alors, je vais tâcher de synthétiser et d'honorer vos différentes questions. Alors, la plus simple, c'est celle sur Vatican II. La communauté Saint-Martin se comprend elle-même comme un fruit de Vatican II. Elle se comprend elle-même comme un fruit de Vatican II. Le fondateur a tout de suite adopté la nouvelle messe, comme je le disais, et les documents conciliaires font toujours l'objet d'une étude extrêmement attentive dans les différents cours de théologie. Ce sont évidemment des textes de référence auxquels, dans les différents enseignements, l'on ne cesse de revenir. Donc, Vatican II est évidemment accepté dans sa totalité. Il n'y a aucune réserve là-dessus. Quant au retour en arrière, alors évidemment, c'est une expression que l'on entend, qui a été par exemple écrite par un groupe de paroissiens de Dole dans le Jura, qui a fait une pétition il y a quelques mois pour protester contre l'arrivée de prêtres de la communauté Saint-Martin. Ils protestent avant l'arrivée de ces prêtres-là. Donc la question qui se pose, à mon avis, c'est d'abord celle de la confrontation, si je puis dire, avec le réel. C'est d'abord la question de la rencontre mutuelle et de ce qui se passe dans cette rencontre. Parce que le discours du retour en arrière se fonde, alors certes, sur des éléments objectifs très visibles, qui est le port habituel, qui sont le port habituel de la soutane, l'attachement à la tradition grégorienne. Ce sont les principaux points qui reviennent. Alors ces inquiétudes, bien sûr, elles existent. Je ne les nie pas. Je peux les comprendre. Bon, même si pour moi, ce sont des inquiétudes très intra-catholico-catholiques françaises, parce qu'encore une fois, avec le parcours que j'ai, j'ai pas du tout grandi dans ce type de confrontation et de débat. Bon, donc ça me semble toujours un petit peu étranger à ma propre formation chrétienne et à ma propre expérience de la foi. Moi, je pense que les mêmes, certaines pratiques ou certains signes, justement, en tant que signes, n'ont pas le même sens en 1950 et en 2023. Parce que ce qui fait le sens du signe, c'est aussi son contexte. Moi, j'ai bien aimé, je dois dire, l'article que Jean Mercier a publié dans La Vie, il y a déjà quelques années, j'étais à Soissons à l'époque, c'était donc une douzaine d'années,
sur la soutane, sur l'abandon de la soutane à une époque, sur le retour de la soutane à une autre époque. Et il me semble justement qu'il a bien su mettre en lumière que dans les deux cas, il s'agissait d'un désir missionnaire. Parce que, selon son analyse, ce type d'habit était perçu dans les années 50 comme un obstacle, alors qu'aujourd'hui, moi en tout cas j'en fais l'expérience, alors c'est peut-être pas une expérience universellement valable pour toutes les personnes que je croise lorsque je suis en soutane ou même habillé comme ceci, c'est un moyen d'entrer en contact, c'est un moyen d'entrer en conversation. Enfin, on se fait parfois gentiment, positivement interpeller avec des conversations qui peuvent être d'une grande intensité spirituelle. Et bon, ce problème du retour en arrière, à mon avis, il se pose surtout dans un milieu catholique relativement restreint, dont je ne nie pas du tout la valeur, c'est pas du tout ce que je veux dire, je ne veux pas le dévaloriser. Mais c'est une question qui, à mon avis, se pose beaucoup moins dans des milieux qui se définiraient comme catholiques mais qui sont plus éloignés de l'Église, de la pratique en tout cas, d'un certain type d'engagement actif dans l'Église. Donc le problème, oui, je l'entends. Après, comme le disait Hervé Legrand, bon, l'histoire ne se répète pas et je ne pense pas que la communauté Saint-Martin puisse être comprise comme porteuse d'un retour en arrière, parce qu'il s'agit pour nous comme pour les autres prêtres d'être prêtres pour ce monde, d'être prêtres dans cette Église réelle, pour ces chrétiens réels, pour au-delà des chrétiens, toutes ces personnes que nous pouvons rencontrer. Et il peut y avoir, à mon sens, une pluralité de styles et une pluralité de moyens qui peuvent avoir droit de cité dans l'Église catholique, qui est une Église foncièrement pluraliste. Voilà ce que je peux dire, en tout cas ce qui m'habite sur cette question-là. Intervenez dans des aumôneries d'écoles, de lycées. Des confrères, oui, bien sûr, oui. Oui, partout. Dans les écoles privées, dans les écoles publiques. Alors surtout dans les établissements privés, parce qu'aujourd'hui, le fait est que l'accès aux établissements publics est de plus en plus difficile, même pour des prêtres diocésains. Bon, écoutez, nous avons eu un échange extrêmement riche qui pourrait se prolonger jusqu'au bout de la nuit. Mais bon, en tout cas, David, merci beaucoup. Merci à vous. De tout ce que vous avez appris, de votre témoignage. Merci pour votre accueil. Est-ce qui présente la prochaine séance? Oui, moi écoutez, nous avons trois mercredis qui vont suivre celui-ci, en octobre, en novembre et en décembre, qui vont porter autour de la question de la fin de vie. Je ne peux pas vous donner les intitulés exacts, mais vous allez le recevoir très vite. On va vous expliquer sous quel angle on aborde la question. Il y aura donc des interventions, le montage a été fait, et ça, ce sera donc le trimestre qui vient. Les troisièmes mercredis de chaque mois, alors octobre, novembre, décembre. Pardon, j'ai pas répondu. Tu peux ajouter? J'ajoute une demi-phrase. Ce sera sur la fin de vie, mais pas sur la mort. Voilà. C'est sur la fin de la vie et les conditions de la fin de la vie, comment on les vit à tous les registres. Mais ce n'est pas sur la mort. Voilà, merci. Ça nous semblait important de le dire. Et puis, très vite, vous le saurez, mais il faut que le conseil d'administration se prononce là-dessus. Nous avons d'autres projets après. Et donc, je ne peux pas encore vous en parler tant que nous n'en avons pas discuté mercredi prochain au sein du conseil d'administration. Voilà. Merci. Bon, merci. Voilà. Vous pouvez venir avec nous. Oui. Voilà.